Bonjour les élèves, ça y est, c'est le moment de réviser le brevet. Alors, je vous propose de vous aider dans vos révisions à l'aide d'une vidéo, lors de laquelle je vais reprendre une grande partie des documents que nous avons étudiés en classe, ainsi que les notions qui y sont associées. Unité et diversité des êtres humains. Alors, dans ces premiers documents, nous avions vu que les humains possèdent des caractères communs, comme la bipédie, une pilosité particulière, et les membres postérieurs plus longs que les antérieurs, qui les distinguent des autres espèces vivantes. Dans ce document, nous avions observé une photo d'un groupe de jeunes gens et nous avions observé que chaque être humain possède des caractères individuels qui varient d'une personne à l'autre, comme par exemple la couleur des cheveux, la couleur des yeux, le groupe sanguin. D'où viennent ces caractères individuels? En étudiant une photo de famille suivie d'un arbre généalogique, nous avions vu que les caractères individuels se retrouvent dans les générations successives et sont donc appelés des caractères héréditaires. À l'aide de ces documents, nous avions vu que certains caractères ne sont pas héréditaires, mais ils sont modifiés par l'environnement, et donc ces modifications ne sont pas héréditaires. Par exemple, le nombre d'hématies dans le sang, lorsque l'on va en altitude et qui augmente, ou le bronzage. Ce document nous avait aidé à comprendre où sont situés les caractères individuels dans notre corps. Grâce à une expérience de clonage, où on avait prélevé le noyau d'une souris donneuse et que ce noyau nous l'avions mis dans un ovule d'une autre souris donneuse, nous avions mis en culture ces embryons, puis ces embryons avaient été remis dans l'utérus d'une souris femelle C, porteuse, eh bien nous avions observé que les souriceaux ont les caractères de la souris qui a donné son noyau. Donc nous en avions déduit que les caractères héréditaires se trouvent dans le noyau des cellules. Alors, dans le noyau des cellules, nous trouvons également des petits bâtonnets appelés chromosomes. Nous avions observé ces chromosomes en regardant des cellules de racines d'oignon en division. Donc là, par exemple, on voit une cellule avec la membrane plasmique. On distingue très légèrement la membrane du noyau et dans ce noyau, nous observons des chromosomes. Nous avions fait l'hypothèse que les chromosomes présents dans le noyau sont le support de l'information héréditaire, c'est-à-dire que nos caractères héréditaires sont inscrits dessus. Alors, comment sont organisés ces chromosomes? Quelles sont leurs caractéristiques dans les cellules humaines? Eh bien, pour savoir ça, il faut faire un karyotype, c'est-à-dire une photographie des chromosomes présents dans le noyau d'une cellule. Alors voilà un karyotype non ordonné. Lorsqu'on compte les chromosomes des karyotypes, on se rend compte que les cellules humaines possèdent 46 chromosomes, contrairement aux cellules d'autres espèces qui ont un nombre de chromosomes différents. Si on compare le karyotype d'un individu femelle, d'une femme et d'un homme, on se rend compte que les premières paires de chromosomes, qui sont organisées de la plus grande, qui est la paire numéro 1, à la plus petite, qui est la paire 22, la paire 23 étant la paire de chromosomes sexuels, on se rend compte que de la paire 1 à la paire 22, ce sont les mêmes chez les hommes et les femmes. Par contre, la paire qui différencie un homme d'une femme, c'est la paire de chromosomes sexuels. Chez les femmes, il y a deux grands chromosomes qu'on appelle des X, XX. Chez l'homme, il y a un grand chromosome et un petit. Le grand, c'est le X, et le petit, c'est le Y. Donc, chaque cellule d'un individu de l'espèce humaine possède 23 paires, c'est-à-dire 46 chromosomes, dans son noyau. La paire numéro 23 détermine le sexe, XX pour les filles, XY pour les garçons. Malheureusement, certains individus sont victimes de maladies. Par exemple, comme cette personne qui est victime du syndrome de Down ou trisomie 21. Si on prend une cellule, qu'on ouvre son noyau et qu'on regarde son karyotype, on se rend compte que
cette personne possède 3 chromosomes sur la paire 21. Il est atteint d'une trisomie 21, car c'est à la paire 21. Cette trisomie 21 peut entraîner des fausses couches ou des malformations chez l'individu concerné. Un nombre anormal de chromosomes empêche le développement de l'embryon ou entraîne des caractères différents chez l'individu concerné. Cela prouve que les chromosomes sont bien le support des caractères héréditaires. C'est-à-dire que si vous avez un chromosome en plus ou un chromosome en moins, vous aurez des caractères différents des individus normaux, entre guillemets. Cela prouve bien que ces informations, les informations de notre corps, les caractères héréditaires, sont situés sur les chromosomes. Alors là, vous avez un exemple de karyotype anormal également, où on voit que sur chaque paire de chromosomes, on distingue bien 2 chromosomes, donc tout va bien, jusqu'à la paire 22, 2 chromosomes par paire, et à la 23e paire, là il y a un problème, 2X et 1Y, donc une trisomie en quelque sorte à la paire 23, avec 2X et 1Y, qui entraînent des différences chez l'individu concerné. Vous pouvez faire l'exercice en mettant pause, et après, il y a le corriger. Alors, de quoi sont faits ces chromosomes? Eh bien, vous vous souvenez qu'on avait fait une expérience et on s'était rendu compte que les chromosomes étaient faits de filaments d'ADN. Alors, pourquoi est-ce qu'on voit les chromosomes dans les cellules en division et qu'on ne les voit pas dans les cellules qui ne sont pas en division? Tout simplement parce que dans les cellules qui ne sont pas en division, les chromosomes, les molécules d'ADN sont déroulées, alors que dans les cellules en multiplication, les brins d'ADN sont enroulés, donc ils sont beaucoup plus courts et beaucoup plus épais, ce qui fait qu'ils deviennent visibles. L'ADN est une molécule qui peut se pelotonner lors de la division cellulaire, ce qui rend visibles les chromosomes qui sont plus épais. Voilà, donc un individu, d'accord, un être humain, qui présente 75 000 milliards de cellules, qui est fait de 75 000 milliards de cellules. Si on prend une cellule, qu'on regarde dans son noyau, on trouve 46 chromosomes. Ici, ils sont représentés sous forme de chromosomes doubles, car les karyotypes sont souvent faits avec des chromosomes doubles. Et là, vous avez un chromosome double à 2 brins d'ADN. Et donc, chaque brin, chaque partie du chromosome est faite d'un brin d'ADN. Alors, comment sont organisés ces chromosomes? Quelles sont les informations? Comment les informations sont-elles organisées sur les chromosomes? Eh bien, pour comprendre ça, nous avions étudié une maladie qui s'appelle la mucoviscidose. Donc, les personnes atteintes de mucoviscidose ont le bon nombre de chromosomes, c'est-à-dire 46, ils ont bien 23 paires de chromosomes. Leur maladie n'est pas due à un nombre anormal de chromosomes, mais à la déficience d'une partie de chromosomes qu'on appelle un gène. La mucoviscidose est donc appelée une maladie génétique. Alors, comment les gènes sont-ils organisés sur les chromosomes? Eh bien, on voit que sur une paire de chromosomes, les gènes, sur une même paire de chromosomes, les gènes sont exactement identiques et ils sont situés au même endroit. Par contre, d'une paire à l'autre, les gènes vont changer. Vous avez environ 30 000 gènes chez un humain, d'accord? Et donc, comme on a à peu près 23 paires, ça fait à peu près 1000 gènes différents par paire de chromosomes. Vous voyez là, d'une paire à l'autre, la paire 9, la paire 11, on n'a pas les mêmes gènes. Sur la paire 9, on a le gène impliqué dans la pigmentation de la peau et le gène impliqué dans le groupe sanguin. Sur la paire 11, on a par exemple le gène impliqué dans la forme des hématies, c'est-à-dire des globules rouges. Chaque chromosome contient de nombreux gènes. Chaque gène est porteur d'une information génétique correspondant à un caractère héréditaire. Les gènes sont identiques et présents au même endroit sur les 2 chromosomes d'une même paire. Donc, ils sont en 2 exemplaires. Alors, donc, pour comprendre un petit peu comment étaient organisés cette fois-ci les gènes, nous avions regardé le gène groupe sanguin, nous étions intéressés au groupe sanguin. Et donc, alors nous avions vu que les groupes sanguins diffèrent par la présence de molécules différentes sur la membrane des globules rouges, des hématies. Le gène impliqué dans le groupe sanguin est ici, en bas, sur les 2 chromosomes de la paire numéro 9. Donc, il y a
deux gènes dans nos cellules, deux gènes impliqués dans le groupe sanguin, puisque nous avons deux chromosomes numéro 9. Pourquoi existe-t-il 4 groupes sanguins différents? Eh bien, tout simplement parce qu'un gène peut exister en différentes versions, qu'on appelle des allèles. Par exemple, il peut exister sous la version A, qu'on appelle l'allèle A. Il peut exister sous la version O, qu'on appelle l'allèle O. Il peut exister sous la version B, qu'on appelle l'allèle B. Et en sachant que vous avez deux chromosomes 9 par paire, vous avez 2 fois le gène groupe sanguin, mais vous n'avez pas forcément le même allèle, la même version sur les deux. Donc vous pouvez avoir la même version, par exemple ici il y a 2 A, ici nous avons 2 O, et ici nous avons 2 allèles B. Donc là il y a la même version. Alors la personne qui a 2 allèles A va être du groupe A, la personne qui a 2 allèles O va être du groupe O, la personne qui a 2 allèles B va être du groupe B. Mais il peut y avoir aussi, à égalité de chance, une version A avec une version O, un allèle A avec un allèle B et un allèle B avec un allèle O. Alors, dans ce cas-là, vous avez des allèles qui sont dominants. Par exemple, l'allèle A et l'allèle B sont dominants. Donc, quand l'allèle A est avec le O, qui lui est récessif, c'est l'allèle A qui va s'exprimer, la personne sera du groupe A. Si l'allèle B est avec l'allèle O, c'est l'allèle B qui s'exprime, la personne sera du groupe B. Si l'allèle A est avec l'allèle B, la personne sera du groupe AB. Un gène existe sous différentes versions appelées allèles. Le gène groupe sanguin possède 3 allèles, l'allèle A, l'allèle B, l'allèle O. Comme les chromosomes sont par paire, il y a 2 fois le même gène dans nos cellules et donc 2 allèles qui peuvent, eux, être soit identiques, soit différents. L'allèle dominant est celui qui s'exprime toujours, c'est par exemple les allèles A et B. Et l'allèle récessif est celui qui ne s'exprime que s'il est le seul présent, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit là 2 fois, comme par exemple ici l'allèle O. Voilà donc le schéma bilan. Alors là, je vous laisse remplir dans votre tête le schéma bilan. Chaque être humain a des caractères héréditaires individuels. Les chromosomes sont le support de l'information héréditaire. Ici, vous avez une légende pour chromosome, une légende pour noyau. Ici, vous avez 6 des 23 paires de chromosomes qui sont représentées. 23 paires de chromosomes, de nombreux gènes portés par les chromosomes. Ici, il y a une paire de chromosomes, la paire 5 qui est représentée. Donc là, ce qu'on vous montre, c'est le brin d'ADN qui est enroulé. Donc ici, c'est ADN. Ici, c'est le gène numéro 1, l'allèle A du gène numéro 1, l'allèle B du gène numéro 1, le gène numéro 1, l'allèle A du gène le gène numéro 2, pardon, l'allèle 1 du gène numéro 2 et l'allèle 2 du gène numéro 2. Alors, une portion d'ADN, c'est un gène. Chaque gène est présent en 2 fois, ce qui est très important pour la diversité des individus. Et un allèle, les allèles, ce sont les versions d'un même gène. Et bien sûr, ce sont les gènes qui déterminent les caractères héréditaires. Alors, toutes les cellules de notre corps sont issues de la cellule œuf, qui s'est divisée, puis redivisée, puis redivisée, etc. et qui a abouti à un corps de 75 000 milliards de cellules. Alors, comment la cellule œuf fait-elle pour conserver le bon nombre de chromosomes au cours des divisions successives? Donc ça, c'est la division cellulaire, la mitose. Donc révisez bien le schéma que vous avez fait en classe. Alors là, je vous montre un schéma un petit peu plus identique, on va dire. Donc ça, c'est avant la division. Donc les chromosomes sont simples et l'ADN est dépelotonné. Ensuite, les chromosomes se dupliquent, ils deviennent des chromosomes doubles, faits de 2 brins d'ADN exactement identiques. Ensuite, les chromosomes doubles s'alignent au centre de la cellule, puis les brins des chromosomes doubles sont séparés et emportés aux extrémités de la cellule, et enfin, la cellule se divise par le milieu, on obtient 2 cellules filles exactement identiques à la cellule de départ ou cellule mère. Donc là, c'est une division qui donne exactement les mêmes cellules qu'au départ. Donc, nos 75 000 milliards de cellules sont exactement les mêmes que notre cellule œuf. Alors, il faut aussi se souvenir de ce graphique. Révisez bien ce graphique. De la quantité d'ADN dans une cellule en fonction du temps dans une cellule en division. Ici, vous avez une quantité d'ADN. Ensuite, ça augmente, et ça passe à 2 quantités d'ADN. Puis, ces 2 quantités d'ADN vont être
de nouveau divisé par 2. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est au début de la division. La cellule a des chromosomes simples. On a une quantité d'ADN. Puis, la cellule va dupliquer ses chromosomes. Ils vont passer de 1 brin à 2 brins d'ADN. Donc, la quantité d'ADN, forcément, va doubler lors de la duplication. Lors de la métaphase, la quantité d'ADN est toujours double. Puis, lorsque les brins des chromosomes vont être séparés, à ce moment-là, chaque cellule aura une quantité d'ADN sur les deux et se retrouvera de nouveau avec des chromosomes simples. En gros, ici, il y a des chromosomes simples, ici, il y a des chromosomes doubles, et ici, il y a des chromosomes simples dans chaque cellule. La division d'une cellule est préparée par la copie, c'est-à-dire la duplication de chacun de ces 46 chromosomes. On passe de chromosomes simples à des chromosomes doubles et se caractérise par la séparation des brins des chromosomes doubles obtenus, chacune des deux cellules formées recevant 23 paires de chromosomes simples, identiques à ceux de la cellule initiale. Alors, la cellule œuf vient de la fusion de la fécondation, c'est-à-dire de la fusion entre un spermatozoïde et un ovule. Comment se fait-il que deux cellules reproductrices puissent aboutir à une cellule de 46 chromosomes? Eh bien, tout simplement parce que les cellules reproductrices, si on regarde leur karyotype, sont faites d'uniquement 23 chromosomes, un chromosome de chaque paire. On voit que dans la cellule qui fabrique les spermatozoïdes, c'est-à-dire la cellule de testicule, il y a bien 2 chromosomes pour chaque paire, d'accord? Plus le X et le Y des garçons. Dans la cellule qui fabrique les ovules, c'est-à-dire la cellule d'ovaire, il y a 2 chromosomes par paire, plus les 2 X des filles qui sont là. Et dans les spermatozoïdes et les ovules, il y a un seul chromosome par paire. Alors les ovules prennent toujours un des 2 X, d'accord? Mais les spermatozoïdes peuvent soit prendre le X de la cellule de base, soit prendre le Y de la cellule de base. Donc si un spermatozoïde X fusionne avec un ovule, ça fera 2X, une fille. Si c'est le spermatozoïde Y qui fusionne avec l'ovule, ça fera XY, un garçon. Donc c'est le spermatozoïde qui détermine le sexe du bébé. Chaque cellule reproductrice contient 23 chromosomes, un chromosome de chaque paire. Au niveau de la paire de chromosomes sexuels 23, donc un ovule a toujours un X car les cellules des filles sont XX. Un spermatozoïde peut avoir un X ou un Y car les cellules des garçons sont XY. Le spermatozoïde détermine donc le sexe du futur bébé. Si c'est un spermatozoïde X qui féconde l'ovule, le bébé sera une fille. Si c'est un spermatozoïde Y qui féconde l'ovule, le bébé sera un garçon. Alors, comment sont fabriquées ces cellules reproductrices? Eh bien voilà, vous avez le schéma de la formation des cellules reproductrices. On part de 2 paires de chromosomes qui au départ sont simples. Ensuite, elles sont dupliquées. Ensuite, les paires de chromosomes s'alignent au centre de la cellule. Les chromosomes de chaque paire sont séparés. On se retrouve en fin de première division avec 2 cellules qui ont seulement un chromosome de chaque paire. Donc là, on a divisé le nombre de chromosomes par 2. Puis, on a affaire à une deuxième division qui est une division normale, entre guillemets, c'est-à-dire que là, ce sont les chromosomes doubles qui s'alignent au centre de la cellule. Les brins des chromosomes doubles sont séparés et emportés aux extrémités de la cellule. Et on se retrouve avec 4 cellules reproductrices qui ont ici 2 chromosomes simples, 2 chromosomes simples, un de chaque paire. Et en vrai, là, on a mis 2 paires de chromosomes pour simplifier, mais normalement, c'est 23 chromosomes simples, un de chaque paire. Au cours de sa formation, chaque cellule reproductrice reçoit un seul chromosome de chaque paire. Lors de la fécondation, spermatozoïdes et ovules participent à la transmission de l'information génétique en donnant chacun leur lot de 23 chromosomes. Pour chaque paire de chromosomes de l'enfant, l'un vient du père, l'autre de la mère. Un chromosome numéro 1 vient du papa, un chromosome numéro 1 vient de la maman. Un chromosome numéro 2 vient du papa, un chromosome numéro 2 vient de la maman, etc., etc. Alors, si nous avons tous un chromosome de notre maman et un chromosome de notre papa, comment expliquer que nous soyons différents de nos frères et sœurs et comment expliquer également que nous puissions être différents de nos propres parents? Alors là, nous avions étudié un document justement qui permet d'expliquer un petit peu tout ça. Là, c'est l'histoire d'un papa qui est du groupe A, d'une maman qui est du groupe B, qui font un enfant qui n'est ni du groupe du papa ni du groupe de la maman
il est du groupe O. Alors, est-ce possible d'avoir un enfant qui n'est pas du tout du même groupe que nous? Donc, pour expliquer ça, il faut déjà regarder les cellules de base du papa et de la maman, et avec ça, faire tous les spermatozoïdes et tous les ovules possibles, toutes les combinaisons possibles. Donc, la méthode, il faut regarder la cellule du papa, prendre un chromosome de chaque père et faire toutes les combinaisons possibles. Alors, si on regarde la cellule du papa, il a sur sa paire numéro 1, RH+, un allèle RH+, un allèle RH-, et sur sa paire 9, un allèle O, un allèle A. Donc, pour le papa, il aura un spermatozoïde RH+, un chromosome RH+, avec un chromosome A, par exemple, un chromosome RH+, avec un chromosome O. On peut mettre également un chromosome RH- avec un chromosome avec l'allèle A. Et enfin, le chromosome 1 avec l'allèle RH- et le chromosome 9 avec l'allèle O. Voilà les 4 combinaisons possibles pour le papa. Pour la maman, on fait pareil, sauf que la maman, elle est RH+, RH- sur la paire 1 et BO sur la paire 9. Donc pour la maman, regardez la cellule de la maman, prendre un chromosome de chaque paire et faire toutes les combinaisons possibles. Donc un RH-, un allèle RH- avec un allèle B, par exemple. Sur la paire 1, un allèle RH+, avec un allèle B. Sur la paire 1, un allèle RH+, avec un allèle O. Et enfin, un allèle RH- avec un allèle O. Donc là, on a 4 combinaisons, toutes différentes, qui ont autant de chances d'être créées. Alors ensuite, on fait un échiquier de croisement, on met les différents spermatozoïdes en haut, les combinaisons de chromosomes des spermatozoïdes. Ici, on met les combinaisons de chromosomes des ovules. Et chaque carré blanc correspondra à une cellule œuf possible. Une cellule œuf possible qui peut être créée. Chaque cellule œuf a autant de chances, elles ont autant de chances d'être créées les unes que les autres. Et donc, bon, alors là, il n'y a que les caractères visibles, c'est-à-dire uniquement le groupe sanguin des différents enfants possibles qui a été noté. Alors, pour savoir s'il est possible que les parents fassent un enfant du groupe O, il faut regarder si des cellules œufs peuvent être créées avec le groupe O. Eh bien oui, une cellule œuf, 2, 3 et 4. Donc là, les parents ont 4 chances sur la totalité, c'est-à-dire sur 16, c'est-à-dire 25% de chances de faire un enfant du groupe O. Nous sommes tous uniques et différents pour 2 raisons. Lors de la formation des cellules reproductrices, les chromosomes de chaque paire se séparent au hasard. Par conséquent, les allèles de chaque gène sur les chromosomes se séparent aussi au hasard. Les cellules reproductrices produites sont donc génétiquement différentes. Et deuxièmement, lors de la fécondation, un spermatozoïde et un ovule fusionnent au hasard, un allèle venant du père et l'autre de la mère. La reproduction sexuée, faisant intervenir les cellules reproductrices, crée donc, au hasard, un individu unique génétiquement. Alors maintenant, je vous montre différents exercices de remédiation. La diapo juste après, c'est le corrigé. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de mettre pause, d'essayer de répondre à l'exercice et ensuite, immédiatement, de regarder le corrigé. Pour des exercices de remédiation supplémentaires, vous tapez sur Google exercices de remédiation SVT et vous tombez sur le site des exercices de remédiation. Voilà, eh bien, je vous souhaite bon courage pour vos révisions et à bientôt.